Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Politique Marocaine, votre émission de référence dans le domaine politique en Guinée. En direct de la présidence Séroutoria, nous recevons aujourd'hui le conseiller personnel du chef de l'État chargé des missions. Son nom c'est Souleymane Keita, un jeune intellectuel actif pour la promotion du pouvoir en place. Souleymane Keita, bonsoir. Bonsoir mon cher frère, bonsoir à tous nos téléspectateurs et à tous vos lecteurs. Merci d'avoir répondu à la sollicitation. On va commencer par vous demander votre biographie. Oui, ce n'est pas compliqué, c'est Souleymane Keita, je suis enseignant-chercheur à l'université de Sonfonia, chargé des cours de psychologie sociale, conseiller à la présidence chargée des missions, mais aussi responsable au sein de la jeunesse du RPG à Kansia. Récemment, on a vu le nouveau gouvernement qui est mis en place. Quelle est votre conception de la situation actuelle? Vous savez, je crois que la formation d'un gouvernement est un rituel républicain. Le président de la République est élu par la population sur la base d'un projet de société. Je crois que le fait que ce projet ait été alléchant pour la population, le professeur Alpha Condé a été élu une fois en 2010 et puis 2 fois en 2015 avec le Koukao. Je crois que tout cela s'est fait sur la base d'un ensemble d'acquis depuis qu'il est arrivé à la magistrature suprême du pays et depuis plusieurs gouvernements ont été mis en place. Cet autre s'inscrit dans la même logique et c'est un gouvernement qui tient compte d'un certain nombre de priorités en fonction desquelles le président a mis ce gouvernement en place. Et nous, le RPG, nous sommes convaincus que les objectifs assignés à ce gouvernement vont être atteints. Convaincus? Absolument, absolument, parce que... Encore vous êtes convaincu de la vision de ce gouvernement? Bien sûr, c'est-à-dire que, au fait, ce n'est pas la vision du gouvernement, la vision, c'est la vision du président. C'est vrai qu'à sa tête, on a un premier ministre beaucoup plus poignant que le premier ministre Dr Ida Makassou Fofana. Mais je crois que le gouvernement a pour rôle de traduire en action concrète la vision du chef de l'État et qui est contenue dans le projet de société que nous avons. Donc il n'y a pas une rupture dans la gestion, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il y a des acquis dans tous les secteurs socio-économiques de notre pays et ce sont ces acquis qui vont être consolidés avec la nouvelle équipe pour nous permettre d'arriver aux objectifs du développement à l'horizon 2020. Donc pour nous, ce gouvernement est d'ailleurs remanié à moitié parce que certains ministres ont été reconduits à leur poste, d'autres ont permuté et il y a de nouveaux qui ont fait leur entrée. Donc tout cela participe de cette volonté du président de revoir à tout moment la machine pour essayer d'apporter les ajustements nécessaires. Est-ce que cette machine fonctionne à merveille? Absolument. Mais le gouvernement vient de prendre fonction. La semaine passée, je crois que les passations ont continué jusqu'au week-end. Pratiquement, si on doit les évaluer, c'est à partir des mois, des semaines et mois à venir. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur un quelconque problème de fonctionnement quand les gens n'ont pas pris fonction. Ce qui reste évident, les passations de services ont continué comme je le disais tantôt et nous sommes convaincus qu'avec l'expérience et la capacité managériale du nouveau Premier ministre, il sera capable de faire une coordination beaucoup plus efficace de l'action gouvernementale afin d'arriver au résultat de développement économique ambitionné pour le plan de la République. Justement, est-ce que par exemple, que retenez-vous du bilan du gouvernement passé, de Henri Lula? Je pense que ça s'inscrit dans la continuité. En réalité, le Premier ministre a un rôle de coordination
de l'action gouvernementale. Au niveau sectoriel, il y a des acquis secteur par secteur. Peut-être que ce n'est pas l'objectif de notre entretien d'aujourd'hui, mais je pourrais en parler. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du bilan du gouvernement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans quel domaine, par exemple, ça n'a pas été positif? Non, moi je ne vous dirai pas où ça n'a pas été positif. Le bilan, il est global. Hein, il est global, même s'il y a des aspects sur lesquels on pourrait faire des performances, mais cela y va du fonctionnement global d'une administration. Vous ne pouvez pas dire que le bilan de Mamadi Youla, ceci ou cela. Ce qui reste important, chaque équipe gouvernementale a une mission. Et la mission principale, en ce que je sache, de ce gouvernement après donc 2015, la révision du plan de la République, c'était d'arriver à relever notre économie et à faciliter la croissance afin d'améliorer le panier de la ménagère. Justement, et je crois que sur ce plan-là, des efforts ont été faits parce que vous n'êtes pas sans savoir que en 2015, on arrivait aux élections dans un contexte difficile marqué par des manifestations politiques, mais aussi par la maladie Ebola qui nous a sérieusement secoué en 2012-13, ce qui fait que les objectifs économiques en termes de croissance n'avaient pas été atteints. Mais vous avez vu, aujourd'hui, on a une croissance, une prévision de croissance qui était à 6 chiffres après l'avant-dernier passage du Fonds monétaire international. Donc ce rendez-vous a été obtenu, même si on pourrait faire mieux. Donc aujourd'hui... Est-ce qu'il y a dans le domaine éducatif, avec la grève des syndicats, est-ce qu'il y a dans le domaine médié, ça a été positif aussi? Parce qu'on a vu plein de crises, tractations qui ont été mises en place par le gouvernement pour scinder les syndicalistes. Il faut faire la différence. À ce niveau-là, il y a le fait que les réformes sectorielles qui se font au niveau de l'éducation sont différentes de ces remous liés aux incompréhensions entre les différents acteurs, notamment parce qu'au niveau du système éducatif, ce n'est pas que le fonctionnement du département, il y a des acteurs qui interviennent, notamment le syndicat, les parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers, les élèves eux-mêmes, les enseignants, etc. etc. Alors, les crises que nous avons connues, malheureusement, n'est pas une crise de l'éducation, à mon avis. Ah, absolument. Pourquoi? Expliquez-vous. Oui, ce n'est pas une crise de l'éducation, à mon avis, mais c'est une crise du syndicat de l'éducation, même si ce syndicat est au niveau de l'éducation. Parce que vous savez, tout est parti d'une contradiction entre différentes factions du SLEG. Vous comprenez? Lorsque, par exemple, il y a des questions de fonctionnement liées aux aptitudes de l'administration scolaire, donc du département, vous parlez de problèmes. Lorsque, par exemple, on n'est pas capable de faire fonctionner le département convenablement, lorsque, par exemple, il y a des difficultés de gestion du processus des examens, lorsque les évaluations ne se font pas conformément aux règles en la matière, il y a un problème. Mais là, c'est une crise syndicale, c'est-à-dire que le SLEG... On a vu par exemple que les syndicats revendiquaient l'augmentation des salaires. Mais en réalité, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis souvent, peut-être qu'on pourra, les anciens peuvent se féliciter du fait que Souma soit parvenu à amener l'État à payer les 40% dont le processus de paiement était échelonné jusqu'en début 2019. Mais ce sont des acquis incontestables. Mais j'aime dire souvent qu'on a formé un faux héros. Voilà. Un faux héros. Oui, je le dis parce que je le dis parce que légitimité. Non, je le dis parce que je suis enseignant. Je le dis parce que le gouvernement initialement s'était engagé dans le cadre du dialogue permanent instauré par le professeur Fakonde depuis son arrivée au pouvoir, à payer et à faire en sorte que les conditions de vie des enseignants soient améliorées. Et je crois que les dernières négociations avant la crise de Souma,
le gouvernement s'était déjà engagé à faire une augmentation de 40% pour les enseignants, dont le paiement était échelonné. Voilà, les 20% devraient être payés en cette année 2018, les 30% je dirais, et les 18% en 2019. Pensez-vous par exemple Alors, que... donc pour moi, n'eût été cette crise au sein du SLEC, ce processus était déjà un acquis et ça serait fait. D'ailleurs, au moment où on déclenchait la grève, 10% avaient déjà été payés au mois de février. En réalité, ce n'est que 30% qu'on a payé. Donc là-dessus, je crois qu'il y a eu un problème de communication entre c'est là qu'on peut peut-être incriminer le gouvernement de Yula à cause du fait... Ah, dites les mots maintenant. Oui, oui. Incriminer directement. Oui, oui, parce que on n'a pas été capable de suffisamment communiquer là-dessus pour amener les enseignants à comprendre toutes les initiatives qui étaient en train d'être prises en leur faveur. Mais, au fond, il y a eu un travail important qui a été fait et qui amenait les enseignants à se retrouver dans une situation confortable en termes de salaire par rapport aux autres fonctionnaires. Pensez-vous Et je crois que ça, été... c'est un acquis qui n'a rien à voir avec le combat mené par Souma. C'est très important que les gens le sachent. Pensez-vous par exemple ce qui a été l'objet du chute des Karoutari, des Damantan et des Mohamed Doumbouya? Non, pas du tout. Moi, je ne calcule pas en ces termes. Je vous ai dit que la mise en place d'un gouvernement appartient au président de la République. Le président est libre de choisir les gens en fonction de ses priorités et ses objectifs du moment. Donc, je ne peux pas faire une déduction facile qui consiste à dire que au carré, Damantan, Doumbouya sont partis. Non, pas du tout quand même. Ce n'est pas lié ça. Ce n'est pas lié. Il y a des objectifs clairs sur la base desquels une structure gouvernementale a été conçue et ça a été meublé en fonction des attentes du président, comme quels sont les défis du consacre la Constitution, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire. Voilà, quels sont les défis du nouveau gouvernement? Non, les défis du gouvernement, aujourd'hui, c'est réussir à continuer le processus du développement enclenché par le président de la République depuis 2010 encore une fois, mais il va être beaucoup plus question de travailler sur l'apaisement du climat social et politique dans le pays qui à un certain moment donné a connu des difficultés. Tantôt ce sont des incompréhensions entre les politiques, notamment la fameuse question du contentieux électoral né des élections communales, mais aussi aplanir les divergences entre les différents acteurs sociaux, tant au niveau de l'éducation que dans le monde du travail d'une manière générale, mais aussi poursuivre l'objectif qui consiste à se retrouver à une croissance économique à 2 chiffres à l'horizon 2020. Est-ce qu'événement c'est possible d'atteindre le rythme de croissance de la Côte d'Ivoire, comme le dit Dr Kassou Fofana? Oui, mais moi le ministre... Je rappelle qu'il dit que c'est la Côte d'Ivoire qui dépasse la Guinée en rythme de croissance. Et pourtant, il y a le Sénégal, il y a le Ghana. Non, il ne faut pas citer simplement pour citer. Ce qu'il dit, le Nigeria, qui est l'une des 5 puissances économiques du continent. Non, il parle de croissance, de performance en termes de croissance. Les derniers, enfin, pour cette année, c'est qu'il y a une vérité, vous pouvez vérifier, les informations ne sont pas cachées. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est en train d'atteindre une croissance, et le Premier ministre l'a dit, je l'ai suivi, l'objectif c'est d'amener cette croissance qu'on est en train d'observer à avoir une incidence sur le niveau micro de l'économie, c'est-à-dire faire en sorte que l'incidence, la vie sociale, c'est ça, économique du pays, c'est faire en sorte que l'inflation absolument, l'incidence de cette performance économique sur l'amélioration des conditions de vie des familles, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et moi je suis convaincu que avec l'expérience du Premier ministre qui est venu et la marge de manœuvre que lui donne le président de la République, et avec le dévouement de tous les cadres,
nous sommes convaincus que cet objectif est atteignable. C'est ce qui est important, comme je te l'ai dit, on s'est fixé des objectifs. Et aujourd'hui, on peut bien atteindre ces objectifs. J'étais tout à l'heure décliner les priorités. Ces priorités, il ne faut pas les oublier. Il faut restaurer la confiance entre les gouvernés, les gouvernants, mais entre tous les acteurs qui interviennent dans la vie politique et économique du pays. C'est pourquoi la crise qui mine par exemple le secteur de l'éducation, à mon avis, pourrait rapidement trouver une solution, parce que pour moi, la crise n'avait pas lieu d'être. À partir du moment où le gouvernement est engagé à faire une augmentation des salaires des gens, s'il y avait une discussion en profondeur entre les gens, entre les acteurs, le problème n'arriverait pas. Parce que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que le secteur de l'éducation soit dans une crise, en réalité, qui n'est pas la crise de l'éducation. Je le dis encore une fois. Parce que... Qui n'est pas la crise de l'éducation. Oui, oui. Mais qui est liée vous savez, il y a une crise de leadership en réalité. Suleiman Sissabane, vous avez vu tout récemment avec un congrès qui s'est tenu. Encore. Non, les membres n'étaient même pas cinq personnes. D'après Souma, ce qu'il m'a dit. Non, mais vous êtes journaliste, faites vos enquêtes, faites vos investigations. Moi, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais ce que je sais, moi, je connais des gens qui étaient venus au niveau de l'ENAM, je crois que c'est là-bas le congrès s'est tenu, électif pendant 3 jours. Ils ont mis en place un bureau exécutif dont le nouveau... Voilà. La présidente, enfin, la nouvelle secrétaire générale qui est venue est issue du SLEC à laquelle appartenait Souma. C'est des gens en réalité qui ont partagé le même bureau exécutif à un moment donné, qui aujourd'hui sont scindés. Et il y a un groupe qui est avec Souma, il y a un autre groupe qui est avec Kadiatouba. Ça devient un bicéphalisme au niveau du syndicat de l'éducation, enfin le syndicat le plus représentatif de l'éducation, ce qui fait que du coup, ce problème est beaucoup plus un problème d'égo entre les responsables du bureau exécutif du SLEC, qui malheureusement vient impacter le processus d'évolution de notre système éducatif. Mais puisque Souma est unanimement écouté par les enseignants, et dès qu'il dit par exemple arrêtez le cours, 95% de tous les pays on arrête. Est-ce que s'il n'est pas beaucoup plus légal et légitime que ceux qui sont légaux? En réalité, je ne rentre pas dans qui est légal, qui est légitime. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ce qui reste important, il y a une crise. La preuve, le bureau exécutif du SLEC s'est scindé en deux. Un peut être plus suivi que l'autre, mais dans tous les cas de figure, il y a cette scission qui nous met très mal à l'aise et qui crée des difficultés. Il faut le reconnaître aux différents ministres qui se succèdent à l'éducation et au gouvernement d'une manière générale, parce que finalement on se pose la question qui il faut écouter, avec qui il faut négocier. Et moi je pense que le gouvernement a tout à fait raison quand il dit qu'il appartient au tribunal du travail de trancher sur la question, parce que ce n'est pas au gouvernement, encore une fois, de dire c'est tel qui est légitime, c'est tel qui est légal. Non, le gouvernement ne doit pas s'ingérer dans les affaires syndicales. C'est pas normal. Mais lorsque... On comprend que vous êtes du côté du gouvernement. Non mais, attends. Il ne faut pas déduire ainsi. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez que le gouvernement dise Kadiatouba, vous n'êtes pas syndicaliste? Non. Alors, ou vous voulez que le gouvernement dise Souma, non, ce n'est pas vous? Non. Le gouvernement, en pareille circonstance, ne peut pas prendre parti. C'est ça, responsable. En tant qu'analyste, aujourd'hui, quelles sont vos solutions pour pouvoir trouver une solution à toutes ces crises syndicales? Pour moi, il y a deux alternatives qu'on pourrait examiner. Moi, je pense que à partir du moment où tous ces deux groupes ont appartenu à la même structure en amont, il est important qu'ils sachent, en toute responsabilité, se mettre ensemble et sortir un bureau. Aujourd'hui, il y a 2 SLEC. Aujourd'hui, il y a 2 SLEC. Aujourd'hui, il y a 2 SLEC. Moi, je pense que tous ces enseignants-là devraient se mettre ensemble pour sortir un bureau, contenter tout le monde, afin que le SLEC parle d'une même voix. Ça, c'est la première solution. S'ils ne peuvent pas s'entendre, naturellement, nous sommes dans un état de droit, il appartient aux juridictions de dire qui est
responsable du SLEG et qui peut parler au nom du SLEG. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement ne discutera des questions concernant l'éducation, en tout cas au niveau du SLEG, qu'avec les gens qui seront reconnus par les juridictions de notre pays, notamment le tribunal du travail. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas continuer à divaguer, à se perdre finalement dans une situation qui malheureusement handicape dangereusement le secteur éducatif. Vous connaissez Boussouma qui aujourd'hui est suivi par les enseignants, mais les autres peuvent parler et l'État n'a aucun droit, encore une fois, de leur empêcher de parler en tant que syndicalistes de l'éducation. C'est ça la grande question. Donc il faut qu'on arrive à une situation qui nous permette de faire en sorte que soit le contentieux soit tranché au niveau du tribunal du travail, ou les anciens amis acceptent de se reparler et de mettre un bureau consensuel pour nous enlever dans cette situation. Vous prenez pour la légalité ou bien pour la légitimité? Non. Les deux ont leur sens. Hein, quelle est non, la priorité pour vous? Les deux ont leur sens. La légitimité a besoin d'être légalisée. C'est très important. Et pourtant, organiser un congrès. Oui, non, mais écoute, le congrès, moi je ne sais pas pourquoi les autres ont organisé un congrès. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Voilà, c'est pas moi. Ce que je sais, il y a le fait que les deux ont organisé un congrès. Souma dit que le congrès de Kadia Touba, c'est 2 personnes. Kadia Touba dit que le congrès de Souma n'a pas obéi à toute la démarche en la matière. Moi, je ne sais pas. Il appartient encore une fois au tribunal de trancher. Mais ce qui est important dans cette crise-là, il faut que les gens acceptent de se parler, qu'ils se parlent et que finalement, on se retrouve. Le SLEG n'est pas le seul syndicat de l'éducation. Il y a la FSPE qui est aussi un syndicat de l'éducation. Et sans oublier, parce que le SLEG, c'est le syndicat à la fois de l'enseignement préuniversitaire et du supérieur. Vous avez vu tout récemment, il y a un groupe d'enseignants-chercheurs qui s'est retrouvé à Mamou pour créer un nouveau syndicat d'enseignement supérieur. Tout ça, ce sont des questions qui n'honorent pas notre pays et qui mettent en doute le niveau de responsabilité de ceux qui sont censés défendre les enseignants, qui constituent une couche importante de notre système social. La crise dans le secteur minier, malgré que le chef d'État a pris un décret pour dire que Boké est une zone économique exclusive, on a toujours des crises dans la région. Il y a toujours des manifestations, il y a l'inégalité entre les revenus et l'impact qui est subi par la population en matière de transparence, de budget, de tout ça. On a plein de syndicalistes qui sont partis, par exemple, pour dire qu'il faut améliorer les conditions de vie des travailleurs dans le secteur minier. Ils ont par exemple dit qu'ils vont augmenter les salaires à 8 millions, ils veulent dire à 10 millions. On a vu le chef de l'État qui est parti, dit publiquement qu'il a appelé son gouverneur de Boké pour lui dire des instructions d'arrêter un syndicaliste notamment et de le faire revenir de la capitale. Est-ce que c'est normal? Vous savez, moi je ne sais pas trop comment s'est passé cette... Vous parlez de Sidiki Kamara, non? Sidiki Kamara. Vous savez, nous sommes dans Je vous rappelle qu'il était en mission de travail. Illégalement, ça a été abusé par le gouverneur de Boké. De toutes les façons, nous sommes dans un état qui est en train de reprendre sa marche. C'est très important de ne pas l'oublier. On peut reprocher des choses au président de la République. Ce qui est important aujourd'hui, il y a des acquis incontestables dans notre gouvernance. Il ne faudrait pas que le système démocratique, le régime démocratique qui est une opportunité pour nos États, ne soit transformé en un problème pour le développement de nos pays. La Guinée a besoin d'avancer dans le travail, pas dans un syndicalisme creux et béant. C'est très important. Le président, il a une volonté ferme de permettre à la Guinée de tirer le maximum
de profit de son potentiel minier, agricole, humain, etc. Parce que la Guinée est un scandale à la fois géologique, à la fois agricole, etc. Donc si les gens ne sont pas capables d'avoir une certaine dose de patriotisme dans les actions qu'ils font tous les jours, ça risque de freiner notre processus de développement. Je vous donne l'exemple de Frigia. À Frigia, on a fait le même syndicalisme aveugle qui a à un moment donné conduit à la fermeture de cette usine qui constituait un espoir pour tous les Friacs. Vous savez ce que cela a causé comme déboire aux populations et à toutes ces familles qui vivaient de façon indirecte les retombées de cette usine. Il a fallu le leadership du président et son aura pour arriver à renégocier en impliquant ses relations avec le président Poutine pour amener cette usine à reprendre. Jusqu'à présent, ça part avec Si. Ah ben la fumée blanche est sortie. Mais est-ce qu'il y a l'employabilité qui est engagée à 100%? Si, l'usine de Frigia a redémarré. Elle a commencé à produire l'alumine. Vous pouvez aller vérifier. Allez sur Guinée News, vous verrez des informations. Donc l'usine a repris il y a 2 semaines. 2 semaines. C'est grâce à la prouesse de la femme. Mais pourquoi ça a été fermé? C'est parce que les gens sont venus miroiter des chimères, n'est-ce pas, à des gens, et on les a conduits à faire des manifestations inutiles qui n'avaient aucune importance. Encore une fois. Alors, pour ce qui s'est passé à Boké, c'était une volonté du président de faire de Boké une zone économique, industrielle exclusive. Je ne dis pas qu'on ne doit pas améliorer les conditions de vie des populations riveraines. On a mis en place un nouveau code minier qui prend en compte tous les avantages liés à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et de tous les riverains. Il y a un contenu local qui a été élaboré et qui aujourd'hui permet de faire en sorte que les rétrocessions des entreprises de la localité puissent permettre à la population de faire des investissements dans le développement des zones rurales. Ça, ce sont des réalités. Il y a des villages entiers qui ont été déplacés avec des constructions plus ou moins modestes et qui mettent les gens dans un certain cadre de vie plus décent. Donc tout ça, c'est important. En pareille circonstance, si vous faites des revendications, il faut les faire dans les règles de l'art. Mais on ne peut pas accepter que des gens viennent juste pour se donner un certain leadership. Mais il avait pris son micro, sa parole, ses écrits pour pouvoir sensibiliser la population. Mais il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Moi, j'ai suivi le secrétaire adjoint de la CNTG, Mansari, qui a dit, et duquel il relève, Mara qui a été arrêté, qui a dit qu'ils ne sont pas au courant d'une quelconque mission de ce monsieur Sidiki Mara à Boké. Le syndicalisme, ce n'est pas la pagaille. Il avait créé une structure syndicale parallèle à celle des Mansari. Il y avait une adversité entre eux. Non, peu importe. Les gens ne peuvent pas. Mais est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un chef de l'État prend son téléphone pour appeler un gouverneur? Il a affirmé publiquement. C'est vous qui le dites, vous n'avez aucune preuve. Le président ne peut pas dire publiquement que j'ai appelé le gouverneur pour être tel. Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller dans ces légèretés quand vous êtes des journalistes censés porter la voix. Ce qui est important, ça a été dit quand même publiquement par le président. Le président ne peut pas... Lors d'un forum des chefs de cabinet, des DAF du moins, c'est ce que des jeunes DAF du pays. Oui, à l'hôtel Sheraton. Oui. C'est vous qui le dites, moi je ne l'ai pas suivi. Ce que je sais encore une fois, le gouverneur est le responsable, le représentant du chef de l'État dans sa région administrative. S'il y a des velléités de troubles à l'ordre public, il a le droit de restaurer l'ordre. Si cela nécessite le renvoi d'un perturbateur, absolument, d'un perturbateur, on le renvoie tout simplement pour éviter de troubler l'ordre public. Ce qui reste important, Boké, quand vous arrivez à Boké aujourd'hui, vous êtes fiers. C'est vrai que tout n'est pas rose. Il n'y a pas d'emploi. Si, il y a l'emploi. Il y a l'emploi. Il y a l'emploi.
on ne peut pas avoir accès à tous les emplois. Si vous voulez avoir un emploi, vous êtes journaliste, vous n'allez pas demander à être dans une machine. L'emploi, c'est en fonction de votre domaine de compétence. Il y a de l'emploi, il y a beaucoup d'emplois à beaucoup. Mais nous avons un problème, un autre problème que nous avons hérité des gouvernances passées, c'est le fait qu'on a beaucoup de jeunes chômeurs aujourd'hui, pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais parce qu'ils n'ont pas de qualifications adaptées à l'offre du marché. Vous qui enseignez à l'université, quelle est la faiblesse des étudiants guinéens? Vous savez, ça c'est une question très vaste. D'après quelques temps que vous avez fait. Avant-hier, j'animais une conférence à l'Université des hautes études de Guinée sur le thème le rôle et la place de la jeunesse dans le développement des pays. Je crois qu'on a longuement débattu de ces questions-là. Aujourd'hui, on a besoin, c'est vrai, il y a eu des réformes qui ont commencé, mais on a besoin d'une refonte totale de notre système éducatif. Et je crois que le président est bien dans cette optique parce que tout récemment, il le disait à l'occasion du forum de l'étudiant guinéen, que désormais, nous allons faire en sorte que les étudiants ne s'orientent pas n'importe comment. Il va y avoir des conseils, on va faire fonctionner des conseils à l'orientation qui aident les élèves, les bacheliers à mieux choisir les options en fonction de la demande. Mais on ne peut pas permettre aux gens de s'orienter n'importe comment. Donc désormais, non seulement les étudiants vont être conseillés sur le plan, mais l'État sera obligé d'orienter les étudiants en fonction des priorités et des perspectives de développement économique du pays. On ne va pas, par exemple, former 100 magistrats alors qu'on n'a besoin que 2. Pendant ce temps, on a besoin de 100 agriculteurs ou de 100 agronomes, etc. Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut. Donc il est question aujourd'hui de faire une réforme pour adapter la formation aux perspectives du développement économique de notre pays. La Guinée est un pays minier, la Guinée est un pays agricole. Aujourd'hui, nous avons les nouveaux métiers avec le développement de l'Internet, des sciences de l'informatique. On a besoin des ingénieurs informaticiens et qui aujourd'hui peuvent développer des startups qui sont capables de développer de l'emploi et de donner des opportunités à beaucoup d'autres jeunes. Donc ce sont dans ces domaines-là aujourd'hui qu'on doit axer notre formation pour permettre d'accélérer le processus du développement parce que, vous savez très bien, on est dans la 4e révolution industrielle. Cela se fait avec la maîtrise de nouvelles technologies de l'information et l'anglais également. Donc aujourd'hui, il est important d'adapter notre système éducatif à ces nouveaux défis du monde de l'éducation et qu'on quitte ces matières de sacerdoce que sont les lettres, est-ce que par exemple la sociologie, etc. Aujourd'hui, les étudiants qui n'ont pas les conditions de bien améliorer, qui n'ont pas une bourse bien à l'école, est-ce qu'ils peuvent bien étudier? Je rappelle qu'il n'y a pas assez d'emplois et les étudiants qui n'ont pas assez. Il y a de l'emploi. Assez. Il y a de l'emploi, il n'y a pas de qualification requise pour prendre ces emplois. Si vous faites la part des expatriés qui travaillent en Guinée dans les domaines que je viens de citer, ingénieur de pont, ingénieur génie civil, ingénieur mécanicien, etc., vous vous rendrez compte qu'il y a de l'emploi, mais sauf que nous sortons chaque année des étudiants dans des filières qui n'ont rien à voir avec les réalités du terrain. Il y a aussi de l'avantage parce que le code minier et le code de travail qui disent par exemple dans une entreprise qui a 10 employés, 7 doivent être guinéens et les 3 étrangers. Il n'y a pas cette priorité mise en place par l'inspecteur général du travail et tout ça. Le gouvernement. Oui, mais si on doit prendre 17 Guinéens par exemple, pour 3 étrangers, alors que les 7 emplois disponibles, vous ne trouvez pas les qualifications sur place, qu'est-ce que vous faites? Vous renvoie la question. J'ai dit par exemple, dans ce cas, vous renvoie la question. C'est pourquoi vous nommez les étrangers, c'est pourquoi je vous dis. Mais vous faites en sorte qu'ils soient adjoignés par les Guinéens, qui vont apprendre petit à petit. Oui, mais je crois que c'est ce qui se fait dans la plupart des sujets. Mais vous savez, il y a des règles en la matière. Et moi, je pense que ces règles sont respectées. Il ne faut pas simplement relayer les échos des gens qui parlent
sur aucune base. Il y a des réalités évidentes, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il faut que nous arrivions à faire une refonte de notre système éducatif pour créer de nouvelles choses. En Guinée, tout le monde veut aller à l'université. Et les gens partent à l'université, ils en sortent avec rien dans la tête, et de surcroît dans des filières qui n'ont rien à voir avec la réalité. Comment voulez-vous qu'on trouve de l'emploi pour des gens qui n'ont aucune qualification? C'est vrai que c'est une responsabilité de l'État, et c'est pourquoi il y a nécessité, quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut, je dirais qu'on doit travailler de manière à ce que nous arrivions à une situation où les gens n'aient pas forcément besoin d'aller à l'université pour gagner du travail. Le président a initié le projet ERAM, les écoles régionales des arts et métiers. C'est une initiative du président qui est salutaire avec la coopération marocaine, qui aujourd'hui fait qu'on a des ERAM dans presque toutes les régions, en tout cas, soit en finition ou en construction. À Conakry, à Kipé, vous avez vu l'ERAM de Kipé qui est presque fini. Il y a des élèves maîtres qui arrivent très bientôt du Maroc dans le cadre d'un projet qui nous a permis d'envoyer plus de 200 jeunes diplômés guinéens pour aller